Évolution de la location courte durée, emprunt bancaire, c'est ce dont on va parler aujourd'hui dans le podcast du jour avec François. Vous êtes sur le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Je suis Bye Bye Patron. Je suis là depuis un moment, hein. Aussi longtemps bientôt que la peine de prison prononcée contre Nicolas Sarkozy. Donc ça va faire 5 ans, mais heureusement que ça a duré plus longtemps que son incarcération. Je suis Bye Bye Patron, multi-investisseur en millions d'euros, en IMO, en bourse, en crypto, dans des proportions qui sont très différentes, et très bientôt endetté encore plus que je le suis, car je signe lundi. J'enregistre un tout petit peu avant, je signe lundi, l'épisode il sort mercredi. Et donc, j'espère que tout se passera bien. Je vais vous faire un petit point d'ailleurs là-dessus. Mais en tout cas, on accueille François. J'aime beaucoup en fait à réinviter des personnes qui sont déjà intervenues sur le podcast pour voir l'évolution. Qu'est-ce qui s'est passé en plusieurs années. Donc François, je me souviens très bien quand il est passé sur le podcast parce que je l'avais réécouté sur le lac Titicaca. Si ça, c'est pas magique, à Puno, pour ceux qui connaissent au Pérou. Pérou, c'est vraiment une top destination, hein. J'étais dans beaucoup de pays du monde. Le Pérou, à mon avis, c'est dans le top 5. Nourriture incroyable, paysage incroyable, Machu Picchu incroyable. C'est vraiment lac Titicaca, c'est fou. Le seul truc qui est même très compliqué, c'est l'altitude. Mais à Lima, par contre, là, vous êtes au bord de la mer. Je pense que c'est d'ailleurs la seule capitale d'Amérique du Sud qui est au bord de la mer. Voilà. Donc on accueille François. On va parler donc de l'évolution de ses locations courte durée et de son activité de courtier. Comme toujours, vous le savez, quand j'ai des invités qui proposent des choses liées à l'immobilier, je vous négocie des tarifs spéciaux. Donc, vous avez le lien vers de François. En bas, vous dites que vous venez de ma part. Vous avez le lien en description. Vous dites que vous venez de ma part. Et vous serez très bien reçu. Si, voilà, en plus, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des interlocuteurs qui sont investisseurs quand on veut lever de la dette, parce que les banquiers classiques, je crois qu'un banquier classique, il doit faire 12 emprunts par an, c'est peut-être autant que certains investisseurs. Donc, ils comprennent pas nos problématiques, ils comprennent pas l'histoire d'endettement, les loyers, les courtes durées, etc. Là où François, forcément, il comprend. Je vais pas faire une intro beaucoup plus longue parce que au final, voilà, à part cette histoire d'appartement, ah si, je vais quand même vous en parler. En fait, appartement heu, sur lequel je devais mettre 18 000 € d'apport, dont 8 000 € de travaux. Et en fait, j'avais négocié, enfin, ce que j'avais indiqué à la banque à la base, c'était que les 8 000 € je les paierais moi. Comme ça, j'avais pas d'emprunt travaux. Et du coup, j'avais déjà viré 10 000 € de séquestre. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que là, la banque, en fait, en ce moment, je suis sur plein de projets et j'ai plein d'argent, voilà, investi partout, mais j'ai pas beaucoup de liquidités. Et là, la banque, elle me dit, après on peut toujours vendre, hein, c'est pas le problème, mais voilà, ça déclenche souvent la fiscalité et tout ça, je voulais plutôt éviter. Et en tout cas, la banque, elle me dit, oui, pour les 8 000 € et moi je pensais que c'était, que c'était moi qui les payais, et à juste titre. Elle me dit: «Bah non, il faut payer les 8 000, comme ça on est sûr en gros que vous les ayez payés». Et bon, j'ai réussi à négocier et finalement je les paye pas, donc ils vont virer 100 de l'emprunt, parce que sinon en fait il se serait passé quoi? Ils auraient pas viré 100 de l'emprunt chez le notaire lundi, et moi, j'aurais dû ensuite pour chaque facture, donc plus on fait des travaux un peu, voilà, j'aide un peu aux travaux, bref. En gros, j'aurais dû, chaque fois que je vais au Brico Dépôt, chez Leroy Merlin, envoyer la facture pour qu'ils me débloquent l'argent. Ça aurait été très compliqué. Donc voilà, j'ai pu négocier alors que l'offre de prêt est déjà signée, qu'on est à quelques heures de la signature. J'ai pu négocier ça, donc sachez que c'est possible, mais que c'est pas le cas le plus courant. Donc si vous êtes dans ce cas-là, faites bien attention. Voilà. Et sinon, j'espère que tout se passera bien. On va attaquer les travaux directs. J'ai déjà une locataire, donc je suis content. Et c'est tout. Pour une fois, je vais faire une intro très courte. Pour Alicante, la semaine dernière, je vous ai fait, il y a Jonathan qui est intervenu pour vous parler de notre événement à Alicante. Il restait 2 places. Là, il y a une personne qui m'a dit qu'elle allait prendre les 2 places. J'attends son virement, donc si vraiment vous êtes intéressé, écrivez-moi, mais à mon avis, ce sera full d'ici à ce que l'épisode y sorte. Donc merci à tous pour la confiance, on va bien s'amuser. 2 fois 4 jours de soleil, tapas, ça va parler gros billets. Il y a des gens qui pèsent très lourd qui seront là, d'autres qui sont débutants.
Ça me fait toujours trop plaisir d'échanger, de passer vraiment du temps avec les auditeurs du podcast, avec des personnes qui pensent comme nous, qui sont déterminées et en plus qui adorent le soleil. On attaque l'épisode avec François, on se retrouve de l'autre côté et bien sûr, pensez à noter le podcast. J'ai eu 2 notes de plus depuis la semaine dernière. Oui, là, je vous dis pas, allez, cette semaine, je vous fais un live ou quoi, cliquez là-dessus. Non, là, vous avez rien à cliquer, vous avez juste à mettre une note sur Apple Podcast. J'ai 250 épisodes, j'ai plus d'1 million d'écoutes, j'ai 400 notes sur Spotify et 277, je crois, 228 sur Apple Podcast. Faites un petit effort, vous écoutez tous les jours, je sais, toutes les semaines, le podcast. Faites un petit effort, prenez le temps, allez noter. Allez, je vous laisse 2 minutes. Non. Allez hop, c'est bon, on est parti avec François. J'espère que vous avez noté, sinon je vais vous gronder. Allez, bonne écoute à tous et on se retrouve de l'autre côté. Et bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on est avec François. Si vous avez déjà entendu son histoire, c'est que vous êtes un fidèle auditeur. Salut François, comment ça va? Salut Thibaut, très bien et toi? Yes, donc on a un peu parlé en off, beaucoup trop longtemps. La dernière fois qu'on t'étais passé sur le podcast, je disais, je m'en rappelle, je l'avais écouté moi-même sur le lac Titicaca en mars 2022. J'étais au Pérou et depuis, il s'est passé pas mal de choses dans ta vie, donc on va faire un point là-dessus. Et je spoil un peu, t'es courtier aussi maintenant. Du coup, on va Yes. voir les conditions bancaires, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on doit faire appel à toi, pourquoi tu es le meilleur courtier de tout le Sud-Ouest et même de plus loin. De Écoute, je Navarre. te laisse, oui, de Navarre. Je te laisse te présenter rapidement et puis on va pas revenir sur tous tes invests, mais un peu l'évolution. Où est-ce que tu as des invests et quel mode d'exploitation tu as, voilà. Dis-moi tout. Yes, ça roule. Puis ceux qui étaient là en mars 2022, faut commenter pour le référencement, quoi. Ouais, comment t'es toujours là, toujours là. Depuis, on a eu peut-être 83 gouvernements en France. Hein. Il s'est passé des choses. Hein. Il y a que, alors que nous, on est 83 toujours là. dont 10 fois le cornu, quoi. Voilà. Et ouais, pour faire un peu la rétrospective, du coup, moi, j'avais commencé à investir dans l'IMO en 2019, sur la location courte durée. Et du coup, avec ma femme, on a acheté 10 apparts, je pense le dernier en 2021 ou 2022. Donc au moment où on avait enregistré l'épisode, je crois que j'avais le dernier immeuble qui était en travaux. Parce que j'ai acheté 2 petits immeubles de 3. Il y avait le deuxième qui était en travaux. Et du coup, c'était la location courte durée qui était mon dada à l'époque. Parce que Donc, je sur voulais les faire 10 du... apparts, t'avais de la courte durée à l'époque? Une fois que t'avais fini les travaux? ouais, à l'époque, quand on avait enregistré, du coup, je devais en avoir 7 qui tournent. Hmm. Il manquait les 3 derniers. Les 7 premiers tournent toujours, qui sont dans 2 villes différentes de l'ouest de la France. Une chère Et et une pas chère, c'est ça, hein, de souvenir. exactement, ouais. Exactement. Et du coup, j'ai investi dans une 3e ville pour l'appartement, enfin, le deuxième immeuble qui sont l'appartement 8, 9 et 10. Et j'ai essayé la LCD et je me suis planté. Donc ça fait une première leçon déjà Yes. depuis l'enregistrement. Alors heureusement, c'était rentable du coup en location classique. Ok. Donc là, ça fait 2 ans maintenant qu'il est en location longue durée classique. Et pourquoi je me suis planté? Parce que la ville n'était pas suffisamment touristique. En tout cas, il y avait pas de touristes et la clientèle professionnelle ne suffisait pas. Et c'est la grande différence que j'avais eue par rapport aux 2 villes précédentes où j'avais quasiment que des touristes. Et c'est là où ça s'est joué. Et en plus, en termes de prestataires, c'était une galère sans nom. C'est la 2e fois où je faisais appel à quelqu'un qui déléguait le ménage, et c'est la 2e fois où ça s'est mal passé. J'ai dû travailler avec une dizaine de prestats, et à chaque fois, c'est le bordel, c'est quand c'est délégué, en fait. Ça veut dire quoi, Donc, déléguer le ménage? T'avais une conciergerie ben, déjà ou t'avais en quelqu'un qui fait, faisait le ménage, qui te déléguait le ménage? ouais, c'était un peu ça. En fait, moi, j'ai jamais travaillé avec des conciergeries directement. J'ai toujours travaillé avec des Hmm. auto-entrepreneurs qui font tout, c'est-à-dire ménage, parce que j'automatise les entrées et les sorties, gestion du linge et achat des consommables. Ok. Ça peut sembler risqué parce qu'on se dit bon bah il y a toute la responsabilité sur une tête, mais en fait ça l'est pas vraiment parce que comme on travaille avec des gens responsables,
Et s'ils font pas la presta, ils sont pas payés, bah forcément, Mmh. les gens, ils ont plutôt tendance à le faire. Et en 5 ans, j'ai dû travailler avec une dizaine de personnes, et ça s'est toujours super bien passé. Là, ça fait plus de 2 ans que j'ai les mêmes prestats, et ça roule. Et sur là où ça s'est mal passé, du coup, c'était une personne qui, je pensais, travailler comme ça, où ça m'avait été vendu comme ça, et en fait, elle sous-traitait le ménage. Donc qui dit sous-traitance de ménage, bah, en fait, c'est plusieurs personnes qui vont dans le même appartement, donc bah, c'est la responsabilité de personne, donc c'est mal fait, et cetera, et cetera. Du coup, pour ces raisons-là, ça a pas marché. Pour donner des chiffres, en fait, j'avais sur 3 appartements, il y en a 2 que j'ai mis en location courte durée, et le troisième, avec des retards de travaux, je l'avais mis, plus tard en location. Et comme ça commençait mal en location courte durée, je l'ai mis en location classique, pour sécuriser. Et sur les 2 premiers biens, en fait, j'ai fait 2 000 € de chiffre d'affaires par mois, sur 1 an. Donc en location courte durée, c'est naze parce que, bah, avec les frais de ménage et la mensualité de crédit, bah, en fait, on gagne pas d'argent. Alors j'étais en différé à l'époque, donc en fait, niveau financier, ça passait bien, mais sur le long terme, c'était pas possible, quoi. Et en plus, ça me générait, plus de travail que que les autres biens parce que le ménage était mal fait. Yes. Et c'est en plus un bien où j'ai eu la majorité de mes problèmes en location courte durée. J'ai eu 3 000 à 4 000 € de frais sur un appartement saccagé. Enfin, j'ai facturé 3 000 à 4 000 € air cover, mais j'en ai vraiment eu pour 1000 balles, donc ça m'a fait un un bon delta. C'est comme ça que tu as eu ton 13e mois le 13e Exactement. mois de Mais la c LCD. et ça, les gens se rendent pas compte, mais air cover, ça peut être une source de revenus, hein, si vous chargez un Ouais, peu, si vous chargez bien. Yes. et j'ai eu attaque au couteau aussi, j'ai eu plein de trucs. Et donc c'était vraiment un enfer cet appartement, et enfin cet immeuble du coup. Et au bout d'un an, du coup, j'ai tout repassé en location longue durée. Yes. Ouais, tout Donc simplement. bien sûr, ça paraît évident, mais tu peux le faire dans ce sens. Tu peux faire d'abord de la courte durée, après de la longue durée. L'inverse, c'est plus compliqué, parce qu'une fois que tu l'as loué en longue durée, bah, le locataire, lui, il est là. Donc tu peux plus tu peux pas décider du jour au lendemain de le basculer en longue durée. Et Yes. exactement, ouais. Et Et tu dirais que c'est ça quoi, tu sais, le sweet spot comme ça, un peu en termes de revenus? Alors bien sûr, ça va dépendre des villes, et cetera, mais là, tu disais 1 000 € de ouais. chiffre d'affaires, c'était avec le ménage ou sans le ménage que tu faisais? Non, c'est genre j'encaissais ménage compris en plus. Ah oui, OK, ouais. Donc là, c'est sûr que voilà, tu Après étais mieux en longue durée, mais tu vois, c'est vrai que 1 000 € quand tu as du chauffage moi, j'ai que des biens en copro. Donc toi, c'était, en ouais, plus, tu avais le chauffage à ta charge. ouais. Si tu as des conciergeries et tout, sur des apparts que tu pourrais entre 500 en longue durée et 1 000 hors ménage, Mmh, ça commence, si tu délègues une partie, c'est là où 1 000 €, c'est là où ça devient rentable, je dirais. En dessous, ça l'est pas. Je sais pas si mmh. tu confirmes un peu, enfin, ça près du simple au double, hein, quand même, le le moment où Ouais, ça vaut le coup, quoi. voire même au triple, hein, je dirais. Si tu fais Ouais, pas, allez, 1 200, 1 300, 1 400 en location courte durée, à mon avis, c'est que ça pue un peu. Après, encore une fois, ça dépend comment tu gères le ça ménage, dépend du combien est type ta du bien, ouais, mensualité. voilà, bien sûr. Exactement. Mais sachant que ces chiffres, ils sont un peu biaisés, parce que j'ai eu la chance de tomber sur un professionnel qui avait pris une location pendant 5 mois, pour un de ses salariés, et qui avait lâché 10 000 €. Donc les chiffres sont aussi bien biaisés par cette, Mmh. par cette location record. Mais c'est aussi la magie de la location courte durée, entre guillemets, c'est quand, bah, tu as un bien qui est vide et qui se loue pas trop, c'est que celui qui a besoin de plusieurs semaines ou plusieurs mois, bah, il tombe sur toi. Ouais. Donc Yes. c'était un peu le bon plan, sur cette année-là. Mais du coup, ouais, non, j'ai éjecté ce bien. Donc aujourd'hui, il y en a 7 en location courte durée et 3 en location classique. Et après, ce qui a changé, c'est sur la structuration du patrimoine, où bah, déjà, le dernier immeuble, il avait été financé en SCI. Et aujourd'hui, j'ai une SAS qui est au-dessus de mes biens pour, faire un peu de conciergerie, et pour des raisons fiscales, hein, principalement. Pour mieux gérer finalement les bénéfices et être moins imposé dessus, parce Yes. qu'en LMP, sans charge à mettre en face, on se fait déchirer, mais ça, tout le monde le sait. Non, mais l'URSSAF, ça va. C'est tranquille, hein, tout ce qui est, Ouais, les cotises et tout ça, ça se passe bien. Yes. OK. Et tu peux nous, raconter peut-être un truc qui est intéressant, c'est est-ce que, la SAS, elle est venue a posteriori de la SCI ou tu l'avais déjà? non, elle est venue a posteriori. OK, et du coup, comment ça a fonctionné? La SAS, elle a des parts dans la SCI ou pas du tout? Non, parce qu'aujourd'hui, les 2 boîtes, en fait, ont pas de lien. Ouais. OK, ouais. Pe Parce qu'en fait, j'ai la SS qui gère, on va dire, les 7 premiers appartements, et la SCI qui a acheté et qui gère finalement les 3 derniers.
Mais c'est une question que je me pose aujourd'hui, parce que j'ai pas réacheté de biens immobiliers depuis. Donc ça fait Mmh. 3 ans que j'ai rien acheté. Et la question, il y a un peu du montage, en holding, c'est de savoir si la SAS elle prend pas de départ, dans la Mmh. SCI, ou donc c'est un peu des réflexions que j'ai aujourd'hui, mais il faudrait arbitrer donc là je suis un peu en je re-questionne des banques pour savoir un peu comment faire et savoir si je veux vraiment m'y remettre parce que bon si j'arbitre c'est pour réenchaîner donc Mmh. sinon ça sert à rien que C'est ça ça. dorme, Yes. quelque part donc il y a cette question-là et puis il y a la personnellement, il y a aussi l'envie d'avoir une résidence principale et comme on peut plus emprunter, il y a aussi la question peut-être de prendre de la plus-value, de la réinjecter dans la RP parce que c'est une niche qui permet de pas payer, la plus-value si on vend un locatif et qu'on injecte l'argent dans une RP sous 2 ans. Yes. Ouais, des Quand tu questions qu'on pas se eu de pose, quoi. RP depuis 4 ans. Ça, je crois bien la règle, J'en ai ça. jamais eu tout court, en fait. Ouais. Yes, voilà. Sauf pour le banquier quand on achète, Yes. on François 10 appart, toujours pas de RP. Ce c'est serait ça ça. le nom de OK. Ah bah, intéressant. OK, du coup, le montage que tu as, c'est l'ASAS qui s'occupe de toute la partie courte durée et C'est ça. toi tu loues en meublé à la SAS. C'est comme ça que ça marche? Exactement et puis la SAS, c'est un peu de conciergerie, notamment l'été, où il y a des besoins dans une des villes, dans lesquelles on exploite et puis je crois que c'est, Kevin que tu avais reçu sur le podcast, Mmh. qui avait développé l'activité conciergerie avec les hôtes, partenaires sur Airbnb et Yes. c'est vrai que quand ça avait été lancé, je pense il y a peut-être 2 ans maintenant ou 3 ans, c'était Mmh. un bon levier, donc pour ceux Pour qui savent pas, acquérir en fait, des on s des biens. Pour ceux qui savent pas, en fait, en tant que alors fallait déjà être super haute, fallait avoir un excellent taux de réponse et des bonnes notes, et peu d'annulations. En fait, on pouvait avoir la certification d'autres partenaires sur Airbnb et si toi, en tant que propriétaire, tu cherchais une conciergerie et ben tu pouvais en trouver une directement sur, Airbnb. Ça permettait de tout faciliter et en plus, tout était géré en interne, notamment, bah, les transactions, on était payé en direct, il y avait pas besoin de faire de facture. Enfin, c'était vraiment confort comme système. et ça existe Je plus pense ça? Ou c'est juste qu'ils poussent plus? Juste ouais, je pense que ça existe encore. Nous, on l'a pas trop utilisé là dernièrement parce on avait gardé les contacts des étés précédents. Mais je sais que rapidement, il y avait eu beaucoup trop de concurrence, et qu'il y avait quasiment plus de leads qui rentraient, avec notamment, bah, l'explosion aussi de la sous-loc, post-Covid qui a mis quand même pas mal de concurrence dans le marché de la LCD mais ouais, un Yes. peu ce qu'on avait fait, ouais. Et comment tu as vu un peu les chiffres de la LCD là en 3 ans? Ça s'est maintenu, ça a baissé, ça Non, ça que c'est un truc dont on parle pas beaucoup, j'ai l'impression, mais il faut pas se mentir, ça a quand même, baissé. Bah, en fait, ça a baissé parce qu'il y a aussi le marché qui s'est, énormément professionnalisé, Moi, je sais que le 1er immeuble que j'ai fait, c'est dans une ville de 20 000 habitants. J'étais, si sans vouloir m'envoyer de fleurs, je pense que j'étais le premier à faire des photos pro, si ce n'est un des premiers, sur les photos d'annonces. C'était quoi? C'était 2020 ou 2021. Enfin, aujourd'hui, il y a quasiment plus aucune annonce qui ont pas de photos pro, mmh, donc ça enfin, déjà, le marché s'est professionnalisé. En plus, il y a eu beaucoup plus de monde. Parce que, déjà, c'était plus rentable. En plus, avec tout ce qu'on entend, c'est presque moins risqué en termes de quoique, en termes de paiement, de squat la et tout location ça, ouais. courte durée, exactement. Et forcément, tu as aussi l'explosion de la sous-location où les gens, au lieu de mettre un ou 2 biens par an, en location courte durée, la sous-loc, il y a des mecs, je sais pas, ils en mettaient peut-être 5 par mois, sur le marché de la location courte durée. Donc, forcément, c'est mathématique, il y a le gâteau C'est le même et globalement parce que c'est les le gens ils même, mais voyagent, pas forcément plus. c'est ça. On pourrait parler du contexte économique, mais moi j'ai l'impression que c'est depuis qu'on est petit que que le contexte économique est dans le dur, donc bon, C'est la crise. C'est la c'est la crise crise depuis depuis, qu'on est c'est quoi 1973-74 le choc pétrolier? Donc ouais. et non, personnellement, ouais, la marge elle a bien baissé, puis en plus c'est vraiment de la marge nette parce que les charges c'est quasiment les mêmes. Mais Voire, là, tu vois, plus. Depuis ouais, 2022, les chauffages et tout, ça a pas mal augmenté. déjà il y a le chiffre d'affaires par exemple cette année, on va faire à peu près -10%, entre -10 et -15 je pense à la fin de l'année. Mais qui s'explique par la concurrence, qui s'explique aussi parce que, par exemple, nous, on a des T2 qui accueillaient 4 personnes. On a supprimé ça, on les a passés plus qu'en 2 personnes.
parce que le 4 personnes, on avait beaucoup de problèmes avec des prostituées, avec des soirées. En fait, les jeunes, ils venaient à 4 et bah, avec le canapé convertible, ils foutaient vite le bordel. Des problèmes qu'on rencontre quand même moins sur des studios. Après, je suis un feignant, hein, je suis pas forcément un exemple, hein, mais je fais pas d'upsell. Je m'amuse pas à aller sur. Je l'ai fait un petit peu, mais je vais pas sur des canaux comme Le Bon Coin ou particulier à particulier ou genre de truc. Moi, c'est Airbnb Mmh. Booking et terminé, bonsoir. Donc ouais, non, le chiffre d'affaires qui a un petit peu baissé, mais sans que ce soit dramatique. Et puis après, comme tu l'as dit justement, c'est les charges aussi enfin, l'électricité, ça a pété. Il y a les prestataires aussi, parce que à l'époque, enfin nous, quand on a commencé en 2019-2020, bah, c'était une activité finalement la conciergerie qui était pas trop développée, donc c'était pas très cher. Et aujourd'hui, ça s'est beaucoup développé, mais les bons sont chers. Mmh. Et moi, Et quand tu es soumis à la TVA en plus, il y en a qui mmh, sont des concierges, bah là, c'est 20 bah de moi plus direct, hein, quand au bout d'un moment, enfin ouais, moi j'ai la chance comme je bosse avec des auto-entrepreneurs, bon ils ont quand même des charges, hein, ouais. parce que l'URSSAF ça augmente aussi pour eux, hein. On est passé je crois de 22-25 il y a pas longtemps. Ah mais c'est pour la Heu, retraite, c'est pour la retraite. Tu ouais. savais? Et eux c'est pareil, je prends l'exemple enfin c'était un argument qui était bon, mais la prestataire qui s'occupe du linge chez elle et qui fait tourner ses machines, bah, la hausse de l'électricité, je vais pas payer de panneaux solaires donc elle, elle le subit aussi, donc même les Ouais. frais de ménage, ils ont quasiment augmenté, je sais pas de 30 ou de 40 depuis le moment où j'ai commencé. Mmh. Plus Et toutes comme ces moi sous-locs qui avaient besoin de femmes de ménage, hein, ça a aussi augmenté la concurrence. Enfin, il y a pas eu 1000 femmes de ménage qui ont décidé, mmh, de se mettre dans cette voie, donc celles qui sont bonnes, c'est aussi, les personnes qui sont bonnes, elles savent que puis elles entendent partout que sur Airbnb, tu fais des milliers d'euros, donc elles veulent enfin, parfois, tu entends des trucs délirants, des 75 € pour des studios ou des trucs comme ça, hein, de ouais maintenant ménage, c'est dur de faire, enfin moi je sais que je suis au forfait, j'ai des petites surfaces et c'est 65 mmh, €, enfin selon les villes, je suis entre 55 et 65 par passage. Donc fois, allez 7-8, séjours par mois, bah, ça fait vite des factures à 500 balles, et même si c'est que 5 € d'augmentation, bah, en fait proportionnellement c'est 10 et multiplié par, 5, 6, 7 apparts, au final à la fin de l'année, mmh, c'est des milliers d'euros d'augmentation. Après moi mmh, j'ai toujours accepté parce que le travail était bien fait et dans ma tête, j'avais potentiellement, je m'exposais à du risque, à vouloir, bah, déjà moins bien payer les gens, à trouver mmh. quelqu'un de moins cher. Parce que si tu fais une rotation et que tu te foires, enfin moi je suis pas sur place, ça peut vite me coûter, bah, tu fermes ton calendrier pendant 2-3 semaines, en fait l'argent que tu as voulu économiser, tu l'as déjà perdu au bout d'un mois donc Yes. et c'est vrai que j'ai toujours été amusé sur les réseaux justement d'investisseurs qui voulaient payer un petit peu les prestats, au lance-pierre. D'un côté, pour leur propre, gestion de conciergerie et en fait de l'autre en disant dans les podcasts ou sur des posts sur Instagram, «Oui, il faut travailler plus pour gagner plus». Ouais, enfin en fait, d'un côté tu payes au lance-pierre, Ah oui, et de bah, l'autre enfin bon bref, c'est un autre sujet mais non du coup là, ouais, la rentabilité elle baisse un petit peu. Mais moi je prends ce qu'il y a à prendre, je sais que ce sera pas, ad pour vivam toujours. aeternam et ouais, c'est un il y a eu l'opportunité, je l'ai saisie, alors pas en 2015-2016 je pense où c'était vraiment la open bar et au tout début mais après il y a encore des choses à faire, hein. Je dis pas que le marché est mort mais c'est sûr que c'est moins facile que ça l'a été mais bon je pense que c'est un peu Mmh. partout, pareil Et j'imagine là, que les par contre marchands de biens avec la concurrence ça doit être pareil aussi aujourd'hui, ouais, enfin ouais, c'est ça. Et je pense que la bah, on en reviendra après dessus sur ton activité de courtier, mais je pense que déjà on a tout ce constat, mais en plus, la hausse des taux, elle a freiné quand même à ça mmh, parce que si les taux, ils étaient restés comme ils étaient, enfin moi je me souviens en début 2022, bah, justement quand tu étais passé, mais sur les biens, il y avait de ces concurrences qu'on n'a pas retrouvées, maintenant quoi. Enfin en tout cas, mmh, c'était vraiment, donc là on aurait eu encore plus de LCD quoi. Là où quand même les achats, ils sont énormément, freinés et donc ça a enlevé un peu de concurrence. Mais c'est vrai qu'après à l'inverse, tu avais tous les gens qui pouvaient pas emprunter, qui ont fait, de la sous-loc ou des trucs comme ça et qui a aussi ramené plus de biens sur le marché, quoi. clairement. OK, intéressant et du coup, tu vis pas de cet argent, je pense, parce qu'il va dans la SAS, c'est ça? Ouais, exactement.
Et comme le dit, avec amusement Tony des Gentlemen, on n'est pas là pour être rentier Lidl. Donc ouais, non, soit je pouvais en vivre à une époque où, bah, j'avais pas d'impôts et puis j'étais en meublé classique, et pas d'impôts parce qu'il y avait pas mal de charges, les premières années, notamment avec les travaux, et cetera. Et c'était plus le cas, donc j'ai voulu structurer pour éviter d'en redonner trop à l'État. Et aujourd'hui, du coup, ouais, effectivement, sur nos biens en propre, en fait, on se paye au minimum pour payer nos charges et puis la majorité des bénéfices, enfin la totalité des bénéfices reste dans la société. Et le point où j'en suis aujourd'hui, c'est de savoir quoi faire avec l'argent, réinvestir, prendre des parts dans une nouvelle SCI, réinvestir ou racheter les parts de la SCI existante. Mmh. Et en fait, je suis un peu entre deux parce que d'un côté, en perso, je peux plus lever d'argent, et en pro, entre guillemets, avec la SCI et la SAS, je suis à peine à 2 ou 3 bilans. Donc les sociétés sont un petit peu jeunes en fait pour aussi lever du Mmh. crédit. Donc toi on en parlait en off, tu investi je crois qu'en SCI? J'ai aussi des en perso, j'ai aussi des biens, OK. mais moins, ouais. Parce que la SCI après quelques années, elle regarde un peu moins l'endettement, perso et plus la santé de la boîte, ou elle te regarde Ouais, encore beaucoup le c'est le banquier. En fait, c'est le mmh, banquier, c'est toujours pareil, hein. C'est le banquier en fonction de ce qu'il fait. Mais c'est vrai que voilà, mais après, tu vois, là, il y a des l'autre fois, on m'a dit dans une banque que c'était, que s'il y a ils voulaient plus de remboursement, mais dans une banque où j'ai déjà des biens. Alors j'en ai des récents, mais j'en ai aussi de 2018 et 2019, tu vois? Ça commence quand même à faire. ouais. Et puis, après tu sais jamais, hein. Franchement, faut essayer, faut essayer et puis, mais c'est pas évident. Franchement, c'est pas évident de faire ça et puis, l'argent, il est durement gagné, hein, dans les SAS, c'est pour repayer des frais de notaire. On sait Bah, que c'est bien utilisé, hein, mais bon, c'est pour les routes, c'est les infirmières, mais mais ouais, ouais, non, c'est parfois, c'est dur de remettre une pièce dans la machine, quoi. Donc bah, ouais, puis ouais, une société ça fait bien en société justement, mais ça génère des coûts. Enfin déjà de la mmh, créer, après il y a des frais de fonctionnement, bien sûr, ouais. enfin moi une SAS, quand on m'a dit que les frais comptables c'était plus de 2 000 € par an, alors que tu es habitué à payer 600 ou 700 € en LMNP, Ouais, alors évidemment c'est pas le même travail, mais quand tu le sais ouais, pas, ça te fait un petit coup au casque. ouais, 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 c'est ça. Surtout quand tu te lances, tu dis: «Ah OK, donc je dois faire 200 € par mois juste pour, le comptable». C'est ça. Ça pique, hein. Donc Donc c'est yes. pour ça que le chemin il est pas évident, c'est qu'au début, bah, tu investis forcément en nom propre parce que bon déjà c'est plus simple et puis tu as moins de frais, tu vas pas t'envoyer une société si tu fais 50 Mmh, ou 100 balles de cash flow par mois, ça a pas trop de sens. Mais à un moment donné, tu es un peu obligé de pivoter, quoi. ouais. C'est ça, c'est ouais, c'est pas évident. Donc soit tu t'associes, nous on s'est associés, soit, tu as d'autres sources de revenus, soit ta compagne elle a d'autres sources de revenus, soit, tu Mmh. fais plein de banques jusqu'à trouver, soit ou soit tu attends. Ou tu ouais, C'est aussi c'est aussi, c'est aussi une stratégie, hein, mine de rien, c'est aussi une exactement, stratégie. d'où l'importance de commencer tôt, ouais. Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Parce que je vais vous dire un secret que j'ai jamais révélé. Si tu as un emprunt sur 20 ans, au bout de 10 ans, tu as presque remboursé la moitié de l'emprunt. Donc, Mmh. ça paraît vraiment idiot. Mais, voilà, faut aussi se dire ça, tu vois? Si tu te dis: «C'est quoi le moyen d'avoir, 500 000 € le plus facilement dans 10 ans?» Bah, c'est peut-être d'acheter pour 1 million sur 20 ans et puis de revendre, de tout Au bout de revendre, 10, ouais. au bout de 10. Bon après tu auras des frais, au début tu rembourses plus d'intérêts et cetera. Yes, mais ouais, c'est Mais c'est vrai intéressant en qu'on tout cas s de et c'est vrai que pour vas-y. rebondir sur ce que tu disais, pardon, je te coupe, mais on se rend pas compte que l'amortissement finalement ça avance et bah, comme tu viens de le dire, moi aussi mon premier bien c'était 2019 et je crois qu'en plus j'avais cumulé 1 an de différé entre le départ et pendant le covid aussi on avait eu le droit de faire une pause de 6 Mmh. mois. Je m'étais jeté dessus parce que c'était panique à bord, notamment pour la LCD. Et pour l'anecdote, j'avais eu de la chance que sur le premier confinement qui était le plus aigu, j'avais un Italien qui était resté coincé en France, en fait. Du coup, toutes les Ah ouais, semaines, il me reprenait une semaine trop bien, trop et oui, bien. c'est vrai que je crois que mon emprunt, c'était 117 ou 120, je crois que le projet, c'était 123 peut-être. Mais ouais, je suis passé sous les 90 là, le mois dernier et en fait, bah, tu te Mmh. rends compte que finalement, petit à petit, ça avance et de centaines d'euros, c'est vite des dizaines de milliers d'euros sans compter une plus-value latente. Enfin, Ouais. le Ouais, temps ouais, fait le non, travail, c'est quoi. le temps fait le travail, ouais. C'est l'avantage quand on vieillit,
y a des inconvénients, mais les emprunts se remboursent. C'est pour ça qu'il faut attaquer fort et puis aussi, faut le dire, enfin, tu vois, j'ai entendu un truc, c'était intéressant. Rien à voir, mais on va quand même en parler. C'était sur, la vieillissement de la population et ils disaient qu'ils avaient chiffré en Allemagne, c'est un pays où les gens ils vieillissent, qu'à 48 ans, pour avoir la même productivité qu'à 38, ce qui est pas tout jeune non plus, c'est mon âge, tu dois travailler, les salariés, ils devraient travailler entre 2 et 4 heures par semaine de plus. OK. Parce que ton cerveau, il ralentit, tu as moins d'énergie et tout. Donc en fait, c'est pour ça que faut investir tôt, je pense, parce que c'est vraiment tu as de l'énergie, tu vois? Et quand tu as 20 ans, tu as beaucoup d'énergie. Après quand tu as 30, après tu as un enfant, tu tu dois passer plus de temps à prendre soin de ton corps, à cuisiner et tout. Donc voilà, en tout cas, c'est vrai que plus tôt tu investis, le mieux c'est. Ah non, c'est clair, c'est clair. Et puis, bah, pareil pour les travaux et tout, hein, il faut le dire. Même si moi je suis pas un adepte de faire les travaux, ceux qui les font, bah, tu as mieux fait de les faire à 20 ans qu'à 50, quoi. Ouais et puis mis à part si tu maîtrises vraiment le truc, tu Ouais, souvent plus intérêt à les déléguer, même yes. si c'est pas souvent bien fait, Yes. malheureusement. OK, non, mais trop intéressant en tout cas quand même la vérité vraie sur la LCD, un peu le déroulement du truc. C'est, comment on arbitre entre, longue durée, courte durée et du coup, tu vois, typiquement là, les biens qui faisaient 2 000 €, tu les loues combien en longue durée? Bah, du coup, ils faisaient 1 000 € chacun et en longue durée, il y en a un qui a 550 grosso modo les 2. OK, Donc ça fait 1 100 en fait en location classique et c'est un immeuble au final au début, je voulais pas garder parce que moi le but c'était de faire la location courte durée, je sais pas, d'aller prendre 1 000-1 500 € de cash flow, mmh, donc forcément quand il reste que 300-400, tu te dis: «Bon, c'est naze», mais au final, c'est pas si mal et au début, je voulais le vendre, il est d'ailleurs en vente, mais pour créer un peu d'historique même avec la société, pour continuer à faire, grossir la trésorerie pour plus tard, c'est peut-être intéressant de le garder. Après il y a d'autres enjeux que monétaires, c'est qu'il est assez loin de chez moi, le quartier, je suis pas trop fan, mais voilà, je sais pas trop quoi faire finalement, mais c'est sûr que la longue durée, moi je l'ai découvert du coup, ben, un peu malgré moi, mais quand tu entends pas parler des locataires, c'est sûr que c'est moi j'avais connu que la LCD, c'est quand même un bonheur, mmh, des fois en 6 mois il se passe rien, tu as 1 500 balles qui rentrent tous les mois, tu dis: «Mais c'est pas possible». ouais. Non, c'est ça et tu dirais que c'est quoi, tu vois? Parce que moi, je dis souvent qu'un bien, même avec une conciergerie en courte durée, c'est quasiment le travail de 10 appartes, moi je trouve. Parce qu'il se passe toujours des trucs, tu vois? Est-ce que tu dirais que là, tes longues durées, tu dirais que c'est quel rapport de temps et d'énergie par rapport au bien que tu as avec tes prestats? Ouais, bon, je pense que la courte durée l'emporte quand même largement sur la longue durée, parce que même si tu passes un peu plus de temps et encore moi, comme j'ai des bons prestataires, j'y passe, enfin en vérité, si j'y passe 1 ou 2 heures, par semaine, c'est le max. Quoique ce week-end, j'avais encore de belles anecdotes. Mais et puis c'est difficile de comparer parce que, par exemple, la LCD, je vais quasiment jamais dans mes biens. Alors, par Ouais, exemple, pour les longues durées, c'est moi qui fais comme toi les entrées? les entrées et les sorties, donc forcément, ça me Ouais, prend au moins une journée à chaque fois. OK. Mais non, la longue durée, c'est sûr que s'il y avait pas d'entrée, pas de sortie, je crois que je passe Non, non. plus de temps à regarder en début de mois si les loyers sont bien tombés qu'à C'est gérer ça. les trucs, quoi. Yes. OK. Mais ouais, dans la location courte durée, si tu après ça dépend aussi comment tu l'exploites. Si tu sous-traites par une conciergerie qui te prend 20, bah, de toute façon, c'est ta marge. Les 20 que la Mmh, conciergerie va te prendre, c'est ta marge. Donc de toute façon, mmh, et la yes. conciergerie, j'ai toujours dit à des potes, ça sert à rien. Je vais mettre des gens à dos, mais tu es propriétaire. La conciergerie, s'il y a un problème, elle va t'appeler de toute façon. Oui, le micro ne marche pas, machin, elle va t'appeler dans tous les cas. Donc que ce soit elle ou toi, elle va t'appeler. Donc c'est à toi de résoudre le Ouais. problème. Donc au final, pour moi, la valeur ajoutée, elle est minime et c'est comme une agence IMO qui va gérer ton bien en location longue durée. De toute façon, s'il y a un Mmh, problème, elle va t'appeler. Elle va jamais gérer le truc. Donc ça, enfin, pour moi, ça sert, je suis désolé, mais ça sert à rien. mmh. Yes. Pour avoir des prestats, il y a un peu de nuances, mais il y a beaucoup de vrai dans ce que tu dis. Mais oui, il y a des trucs que, voilà, s'ils trouvent pas les clés et tout ça, bon, toi, tu as tes prestats, voilà, ils peuvent faire ce rôle. Mais c'est vrai que s'il y a des petits travaux à faire ou quoi, ça te retombe dessus, clairement. Donc, Mmh. ouais. OK. Après, oui,
pour nuancer, bon, il y a celui qui peut le mettre en location courte durée parce qu'il estime que c'est peut-être plus safe que la location longue durée. Il a peut-être envie que son bien, enfin, y accéder l'été, donc je peux comprendre, mais en soi, Mmh. bah, non, une conciergerie a pas de, sur la marge en tout cas, elle va tout bouffer. Mais Yes. après, il faut qu'elle mange aussi, hein, mais Oui, oui, oui. De OK. Bah, c'est ça, une conciergerie, tu te dis si elle prend, admettons 20 et qu'elle fait, admettons 100 000 € par mois, ça part enfin de résa, 100 000 € par mois, c'est déjà peut-être, 60 biens, 70 biens ouais, c'est ça, ouais, et exactement. elle prend 20 C'est pas de beaucoup au ça, final, ouais. ça fait 20 000, tu vois? Tu dois Non, payer, c'est sûr que c'est pas beaucoup, hein. c'est pas énorme, hein. C Pour gérer 60 biens, tu le fais pas tout seul, de 5 à 6 quoi, hein. Donc Mais c'est comme une, ouais, enfin, je fais le même parallèle avec une agence locative, en fait, ils font très peu de marge, donc ils sont obligés de faire beaucoup de volume et si tu fais beaucoup de volume, bah, tu as aussi tu le fais un service service, qui se ouais, dégrade un peu, donc elles sont aussi piégées, hein. Enfin, nous, on est yeah, passé par là, tu pris entre 2 feux, ouais. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur biz, mais mmh, en termes de marge, en tout cas. yes. OK. Bon, on attaque sur les courtiers, l'activité de courtier? Carrément, carrément. Yes. Donc dis-nous tout. Donc ça fait un peu plus d'1 an que tu fais ça? C'est ça? Ouais, tout à fait, exactement, et pour, OK. un peu expliquer le cheminement, enfin, comment j'y suis arrivé là, c'est qu'à l'époque où on avait fait notre épisode, début 2022, moi j'étais chasseur, pour des investisseurs et en fait, j'avais rejoint la structure de mon courtier parce que moi tous mes prêts, bah, 100 de mes prêts d'ailleurs, je les ai trouvés avec des courtiers. Le premier avec un premier courtier et les 3 suivants avec celui avec qui j'ai bossé plus tard. Donc j'avais vu un petit peu l'envers, du décor, puis c'est lui qui m'avait levé aussi des crédits que j'aurais jamais pu, aller chercher, tout seul. Et de par mon réseau, voilà, j'ai eu l'opportunité de rejoindre, une société qui s'appelle Les Courtiers Bordelais. C'est pour ça que tu as évoqué le Sud-Ouest, tout à l'heure, Mmh. mais qui fait partie aujourd'hui d'un plus gros groupe qui va s'étendre dans tout le Grand Ouest. En fait, ouais, c'est 3 boîtes qui sont rassemblées pour demain n'en faire qu'une et il y aura les courtiers nantais, les courtiers charentais, et cetera, et cetera. OK. Bah, dis-nous, bah, pour commencer, pourquoi est-ce qu'on doit faire appel à un courtier? C'est peut-être, la question, toi, tu as dit que tu as levé des dettes que tu aurais jamais eues. Est-ce que tu le Mmh. vois, du coup, maintenant que tu es de l'autre côté? Est-ce que, tu as des accès à des gens, genre, c'est pas le même conseiller d'un parce qu'au final, les banques qui prêtent, c'est les mêmes, quoi. Enfin, il y a pas une banque spéciale, courtier, Pas donc est-ce spécial que courtier, ouais. Exactement. donc, ouais, c'est Le quoi Crédit les Agricole, c'est le les même Crédit Agricole, ouais. ouais, ouais, c'est pas le donc est-ce que, ouais, tu peux nous dire peut-être pourquoi c'est intéressant de passer par un courtier, tout simplement? Bah, déjà, il y a 2 manières de bosser pour un courtier. Il y a une première manière où ce qui était plus ce que faisaient d'ailleurs, les courtiers avec lesquels je bossais, qui ont levé de l'argent pour mes propres crédits du coup d'investissement. C'est qu'ils avaient un peu le leitmotiv de vaut mieux être un petit client vaut mieux être un gros client d'une petite banque qu'un petit client d'une grosse banque. Et eux, en fait, ils allaient démarcher en direct des banques, mais qui étaient plutôt reculées et qui avaient peu d'activité. Comme ça, ils avaient un peu plus de marge de manœuvre, bah, pour atteindre les objectifs. Ils pouvaient, on va dire, un peu plus arrondir les angles, pour permettre de faire passer certains dossiers. Donc, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ça dépend pas mal de l'interlocuteur ou de la banque dans laquelle on peut aller. Quand tu parles des banques, c'est l'agence bancaire ou c'est, L'agence bancaire, ouais, tout à fait, ouais. OK. Ouais. Directement en agence. Donc ça, c'est la première manière un petit peu de bosser et qui se distingue de la deuxième. Ou, ce qui est un peu plus le cas chez les courtiers bordelais où je travaille, où ça a été un peu plus le cas de gros réseaux comme Meilleur Taux pour les plus connus, et cetera, où là, on va signer des deals, en fait, avec les prescriptions directement. Et là, on va pas forcément envoyer le dossier directement en agence, mais on va à la ligne d'au-dessus de la pyramide, si vous voulez. Donc le dossier, il part en prescription. Les Je dis une prescriptions, bêtise, de c'est la quoi caisse. exactement? Bah, c'est ceux qui vont donner les règles, de crédit. En fait, ils sont au-dessus des banques. OK. C'est le Et pôle immobilier, Grand Ouest ou des trucs comme ça, c'est ça? De la ouais, ouais, banque? exactement, ouais, tout à fait. Ouais. On peut les voir comme les N+1 des agences pour vulgariser, Mmh. très grassement le système. Ils sont un petit peu au-dessus dans la pyramide. Et là, en fait, nous, on peut faire valider du coup, le dossier par les prescriptions et ensuite, ils renvoient vers les agences, mais qui généralement sont choisies par rapport au code postal de l'investissement ou de l'achat immobilier. Et l'avantage de cette deuxième manière de faire, c'est que pour avoir accès à ces prescriptions, c'est des deals qui sont signés à l'échelle nationale
et où là, on peut avoir des avantages, notamment sur les taux, ou sur d'autres conditions, avoir accès à voilà, d'autres choses. Bon, les taux, c'est ce qui est le plus parlant, même si en tant qu'investisseur, c'est pas forcément le truc sur lequel il faut se concentrer, Mmh. parce que le taux, on s'en fiche un petit peu. Pourquoi on s'en fiche? Parce qu'on peut déduire les intérêts, parce qu'un taux, ça se renégocie et puis l'important, c'est surtout d'avoir son prêt, et c'est pas le taux qui fera que l'investissement sera rentable ou non. Mais voilà, c'est les gens regardent beaucoup par le taux, et quelqu'un qui est client du Crédit Agricole, beh, potentiellement aura, avec les grilles du Crédit Agricole, un moins bon taux qu'un courtier qui va avoir un accord avec des prescriptions. Et ça peut être vite, 0,1, 0,2, et sur, 200 000 € empruntés sur des années, ça fait un bel écart. OK. Donc un courtier, il Et est là c'est vrai que les pourquoi? Bah taux, on les regardait, enfin, juste si je peux te couper, nous, on les ouais. regardait beaucoup moins aussi, avant 2022 quand on s'était eu, quand les Mmh. taux c'était 1 et quelques. Bon, voilà, on n'allait pas gratter, On s'en foutait, ouais. ouais, voilà. Là, quand on est autour de, je sais pas, tu peux nous dire en ce moment d'ailleurs à combien? Moi, j'ai signé un prêt à 3,15 là récemment. Ouais, 3,15 c'est pas mal, ouais. Hem, 3,15 c'est pas mal, sur l'invest, c'est toujours un petit peu au-dessus de la RP, mais par exemple sur les mmh, meilleurs taux qu'on a eu le mois dernier sur 25, je crois qu'on a eu 3,10, sur 20 on a eu 3, et un poil moins sur 15. Mais ouais, non, 3,15 c'est un très bon taux. En moyenne, on va dire, on était plutôt à 3,30, 3,35, 3,40 en ce moment, ouais. OK. OK, intéressant. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc ouais, le taux, on fait, ouais, beaucoup plus effectivement beaucoup plus attention par rapport à la période, et ça a plus de ça a plus d'impact aujourd'hui, ouais. Yes. OK. Et est-ce que tu dirais que ça va plus vite? Parce qu'une agence normale, tu vas à l'agence, enfin, quand elle a pas de délégation locale, tu vas Mmh. à l'agence remonte du coup à ses prescriptions qui descendent à l'agence qui te recontacte. Vous, vu Pas que vous toujours, allez, mais enfin, ouais, mais ça peut, ouais. OK. Est-ce que tu dirais que du coup un courtier ça va plus vite ou pas forcément? Bah, j'ai envie faut tomber aussi sur un bon courtier. Moi, j'ai vécu aussi les 2 en tant que enfin, en étant de l'autre côté de la barre où j'avais, le premier courtier avec qui j'avais essayé de travailler, c'était pas très bien passé. J'ai fait premier rendez-vous: «Oui, votre projet va passer, vous en faites pas». Puis au bout de 3 semaines, bon, la banque 1 elle a dit non. Au bout de 5 semaines, la banque 2 elle a dit non. Puis en fait, on se retrouve à poil au bout de 8 semaines, alors qu'on nous avait dit au début, que c'était OK. Donc faut aussi faire attention à ça. Mais si le courtier et bon, ça va aller plus vite. Ton courtier est là pour vous faire gagner de l'argent et vous faire gagner du temps, parce qu'il va faire toute la paperasse à votre place. Sachant que un projet IMO, c'est beaucoup de paperasse parce qu'il faut, récupérer toutes les pièces justificatives, et il y en a beaucoup, surtout quand on a plusieurs biens. Et après vous faire gagner de l'argent, c'est mathématique, hein. Si le courtier a des meilleures conditions que ce que vous pouvez avoir en direct par rapport à ses honoraires, de toute façon, vous faites un calcul bête et méchant, et on peut rien inventer, hein. C'est comme un chasseur qui va vous trouver un bien. Si avec sa recherche et c'est toujours rentable, vous pouvez y aller. Si ça ne l'est pas, c'est peut-être pas intéressant. Et pourquoi un courtier va aller plus vite? Par exemple, aujourd'hui, si vous prenez un rendez-vous, dans une agence, moi, j'ai encore fait avec mes banques, il y a une semaine, j'ai une moyenne d'attente entre 2 et 3 semaines. Alors que nous, en tout cas, moi, je parle pour moi, courtier, vous pouvez avoir un rendez-vous dans la semaine. On va envoyer le dossier directement en prescription. On peut avoir un retour, des fois sous 48 heures. Alors des fois, il y a un peu plus de délai, mais sous 1 ou 2 semaines, vous pouvez maximum avoir un retour, alors qu'1 ou 2 semaines, c'est peut-être le minimum qu'il vous faut pour avoir un rendez-vous avec votre conseiller. OK. Et toi, Donc on si a des quelqu'un ex vient te voir pour un investissement, parce que là, nous, on a surtout des investisseurs, tu fais aussi les ouais, c'est résidences ça. principales, mais si on a, c'est quoi, t'envoies à combien de banques, par exemple? Est-ce que tu te dis, bon, celle-là, je pense, vu le profil, ça va, et t'envoies que à une, ou t'envoies à 10, comment ça se passe? Ouais, c'est un peu peut-être un insight, mais non, on va commencer à l'envoyer, à une banque, et c'est à nous, en tant que courtier professionnel, de savoir vers quelle banque il faut s'orienter par rapport à tel type de profil. Après, de toute façon, des banques en France, il y en a pas non plus, 70, hein, elles se Mmh. comptent quasiment sur les doigts de 2 mains. Donc on va d'abord l'envoyer à la banque qui nous semble la plus opportune pour le projet, et si là, on n'arrive pas à voir ce qu'on veut, on va aller voir d'autres banques. Pourquoi on procède aussi comme ça? C'est dans des intérêts aussi de relations, commerciales. Forcément, si on envoie à nos Oui. partenaires, 5 fois le dossier, et puis en fait, à chaque fois on leur dit que non, finalement on bosse pas avec eux, il y a un peu Mmh. de friction, quoi. Yes. Ouais, Mais c'est assez c'est pour ça que facile. moi, j'en veux parfois aux agents IMO, tu sais, parce qu'ils te demandent vraiment de déposer, des, tu sais, quand tu es sous compromis, d'avoir des,
soit, alors, ils te demandent 2 trucs. Soit ils te demandent de faire des dossiers dans 3 banques. Parfois, ça arrive, hein, dans les compromis, tu vois? Ouais. Et aussi, souvent, ils te demandent des préaccords de financement Ce qui est avant quasiment même impossible à avoir, ouais. juste pour soumettre l'offre, Ouais. tu vois? Donc mais toi, ton banquier, enfin, ça va pas. Si ton offre, tu es en train de négocier fort, tu as envie de dire alors bon, soit tu arrives à l'avoir, un papier qui vaut rien, clairement, le préaccord de financement, soit tu Mmh. arrives à l'avoir ou soit tu es graphiste, mais et soit tu arrives à l'avoir et après si l'agent il te dit non, bah, le banquier va peut-être le refaire une fois pour toi, mais si sur 2 offres, tu as 2 fois non, bah, en fait, le banquier il dit: «Ça va, moi j'arrête de bosser gratos, je vais pas te faire des préaccords pour tout alors que tes offres Ouais, elles ils ont passent d'autres choses jamais, à quoi». faire, ouais. Ouais, donc ouais, c'est intéressant en tout cas ce que tu dis Ouais, on peut comme oui, info. comme tu l'as dit, le document avant, il a aucune valeur parce que même vous pouvez avoir un préaccord pardon de la banque, mais en fait 2 semaines après, ça se trouve ça passe plus pour X ou Y raison. Enfin, en fait, Mmh, ça veut rien dire, hein. yes. Et est-ce que tu dirais que quelqu'un qui a déjà, tu sais, c'est toujours la discussion un peu, est-ce qu'il faut aller voir d'abord le courtier? Est-ce qu'il faut aller voir, ses propres banques? Est-ce que, tu dirais que c'est quoi, en toute honnêteté, hein, même si, tu es courtier, voilà, est-ce que Mmh. si tu as une banque historique, tu vas d'abord quand même la voir elle et en même temps tu vas voir le courtier? Est-ce que tu vas en voir deux trois? Est-ce que tu vas voir que le courtier? Tu vas même pas contacter ta banque? Ce serait quoi Mmh. le meilleur move à faire? Bah, déjà en tant qu'investisseur, on n'est pas les profils les plus, et je m'inclus dedans, hein, les plus, aimés des banquiers. Heu, Bah, pourquoi? Parce qu'on est, alors je sais pas si tu es fait financer par la même banque, hein, mais on est plutôt infidèles. Moi j'avoue, j'ai fait en tout 4 projets, je crois que je suis dans 4 banques différentes. Ouais, moi j'ai eu des Heu, emprunts dans 4 banques aussi, ouais. ouais, et en fait les banques n'aiment pas nos profils parce qu'on sait qu'on va jouer à saute-mouton et puis, au mieux, ils vont nous financer un projet locatif, on va domicilier les revenus locatifs et basta, quoi. Donc ils ont un peu de mal, sauf si, vous avez pas forcément acheté votre RP et vous voulez acheter votre RP. Là, il y a un intérêt parce que, bah, le RP, c'est un peu le graal pour la banque. Parce que faut savoir que c'est un produit aussi, d'appel, mais, bah, la RP, généralement, vous allez y rester quand même quelques années. Donc elle vous «verrouille» entre guillemets, pendant plus longtemps qu'un projet locatif que vous pourrez revendre. Donc pour répondre à ta question, c'est bien d'avoir une bonne relation commerciale avec son banquier, donc ça peut aussi valoir le coup d'échanger d'abord en amont avec sa banque historique. Mais il y a quand même le risque que demain, le courtier ne puisse pas forcément, la contacter parce que vous avez déjà fait la démarche. En fait, ça dépend à quel niveau vous allez le faire. Si par exemple, vous allez voir votre banque une première fois parce que vous voulez parler d'un projet ou d'une enveloppe et que finalement votre bien, vous le trouvez 2-3 mois après, bon là, vous pouvez peut-être, vous pouvez vous tourner vers un courtier qui va aller voir votre banque historique. Mais il faut encore il puisse avoir des conditions, meilleures que vous. Et moi, j'ai souvent ça va pas forcément dans mon sens à titre professionnel, mais pour moi, faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Comme je vous le disais tout à l'heure, si vous mettez tous vos œufs chez un courtier qui travaille mal ou pas suffisamment bien, bah, en fait, c'est votre projet qui va pas être réalisé. Donc mais c'est comme tout, c'est vite des professions où il y a beaucoup de bouche à oreille. Donc après, il y a jamais de certitude, hein, comme les artisans. Souvent, il y a du bouche à oreille, on se prend aussi une tôle, mais moi, je pars du principe, faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Mais il faut savoir que OK. vous pourrez pas, aller voir les 2 mêmes organismes bancaires Via le si vous courtier et en perso, c'est ça? exactement. Ou 2 courtiers, par exemple, qui travailleraient de leur côté, quoi. OK. Ah, intéressant. Et toi, tu dirais que tu donnes une réponse en combien de temps si un investisseur, il vient te voir? Bah, alors le process, comment ça se passe? C'est que on fait un premier rendez-vous, on fait déjà une étude de financement, par rapport à tous les tous les encours, que ce soit en termes de revenus et que ce soit en termes de charges, ce qui permet d'avoir déjà un premier jet. Ensuite, il faut le valider avec les pièces justificatives parce que nous, on est là aussi pour marcher le travail, des banquiers. C'est-à-dire qu'on va regarder finalement, on fait le travail du banquier aussi, hein. On va regarder les comptes, on va bien réunir toutes les pièces justificatives parce que, bah, le banquier, il va recevoir énormément de dossiers. Donc si on commence à envoyer des dossiers incomplets, bah, lui, il Ou est avec pas des faux forcément trucs, payé à la quoi? Des commission. faux Donc revenus, des trucs comme ça? ouais, par exemple, ou même s'il manque des pièces justificatives et que le dossier peut pas Mmh. être complet, Mmh. je vais prendre l'exemple d'un dossier que j'ai en cours. Heu, Dans ce qu'on appelle la carcasse, qui est le on va dire le document qui va résumer, on va dire, la situation du client.
on vient tout vérifier et on vient expliquer aussi pourquoi on prend ce type de revenu. On a vérifié que les heures supplémentaires, c'est bien des heures supplémentaires qui sont notées dans le contrat de travail et qui peuvent être perçues comme long terme et qui peuvent être prises en compte. Enfin voilà, il y a plein de choses à vérifier et nous on fait Ok. déjà ce travail-là. Donc non, les réponses, on peut les avoir sous une semaine une fois que le dossier part complet. Et que je dis complet, c'est avec les pièces justificatives. Donc pour faire une liste un petit peu exhaustive et rapide, ça va être justificatif d'identité, de domicile, les 3 derniers relevés d'impôts, ou 3 derniers bilans si on est entrepreneur, 3 derniers bulletins de salaire, 3 derniers aussi relevés de compte, les tableaux d'amortissement, et cetera, et cetera. Les baux, les trucs comme ça. Si je pense quand Exactement, c'est exactement. yes, on connaît bien. On connaît bien et ça fait souvent plusieurs mails, hein, parce que les banques, voilà, 2025, il y a le Bitcoin, mais par contre, il y a pas de toujours pas de plateforme pour déposer 50 mégaoctets de Non. de 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 documents. OK, et si on veut te contacter du coup, sur parce que toi, bon, au moins le gros avantage que tu as, c'est que tu es investisseur, donc tu comprends la problématique des gens cupides, Exactement, avides d'argent et c'est ça. surendettés. Moi du coup, vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram, François-du-bas courtier. Et là-bas, vous Yes. avez toutes mes coordonnées, donc c'est là où vous pouvez me retrouver. Et il faut savoir aussi que sur un courtier, comme un agent immobilier, on est rémunéré à la signature. Donc ça vous coûte rien aussi de prendre un rendez-vous, d'avoir un premier aussi son de cloche et demain, si le projet ne va malheureusement pas au bout, vous ne débourserez pas un euro. Yes. Et Et si vous êtes aussi de ce ma part, qui vous aurez des super bonnes conditions, bien sûr. aussi, bien évidemment, exactement. Et pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure aussi sur le fait que lorsqu'on reçoit un dossier, on va savoir aussi vers quelle banque se tourner. Nous, en tant que courtier, on a aussi des notes quasiment toutes les semaines de la part de toutes les banques, que ce soit en termes de délai, que ce soit en termes de mise à jour de taux. Et il y a aussi des banques qui ont leur spécificité, donc c'est pour ça qu'il est assez facile de s'orienter vers une banque A ou une banque B. Je vais dire une bêtise, la caisse d'épargne aujourd'hui, elle accorde une ligne à taux zéro pour des primo-accédants, chose que font pas forcément toutes les banques. Donc c'est un avantage selon le dossier. Aujourd'hui, la banque postale elle souhaite avoir des clients premium. Ce qu'elle appelle premium, c'est des clients qui génèrent 100 000 euros par an de revenus, donc des couples, donc qui gagnent quand même pas mal leur vie. Donc en dehors, par exemple, de ces conditions, de ce typologie de clients, les conditions aujourd'hui, elles vont pas être super chez ces partenaires bancaires. OK. Donc en fait, on sait Est-ce que assez vite aussi vers qui se tourner, quoi. ouais. Et est-ce que c'est vrai la légende, tu vois, selon laquelle il y aurait un peu des robinets, tu vois, il y a il y a des mois ou tu vois, est-ce que voilà, là, on pourrait dire que quelque chose existe et je pense que ça existe en partie. C'est par exemple, une banque, elle va dire, «Cette année, je prête», je dis une bêtise, 500 millions d'euros. On Mmh, est, on est le 30 juin, elle a déjà prêté 400, donc là, elle prête plus. Ou alors ouais, on est le 1er décembre, elle a peut-être prêté que 250 et et du elle ouvre les coup, vannes. ouais. Est-ce que ça existe ça? Enfin, est-ce que vous avez je suppose que c'est pas dit comme ça, mais est-ce que vous le voyez il y a des périodes où il y a des moments où tu dis: «Bah, en ce moment, toutes les demandes que je fais, au Crédit Agricole, elles passent et d'autres fois, il y a rien qui Mmh. passe, je comprends pas». Est-ce que tu vois un peu ça ou pas? Ah non, clairement, ouais, ça existe, ouais. OK. Ça Ouais. existe. Et il y a même pour rebondir exactement sur ce que tu disais, le mois dernier, il y avait une banque qui avait 100 millions et ils pouvaient prêter à 2,99. OK. Et Ouais. maintenant c'est fini. Mais ça arrive, ouais. Donc c'est pour ça aussi que le financement, c'est dur c'est un peu des Il réponses y a de pas de politique, mais il y a pas vraiment de réponse, en fait, donnée parce que de toute façon, même quelque chose qui est vrai aujourd'hui au Crédit Agricole sera faux en janvier pour un même projet et même type de client. Donc mmh. en dehors de taux d'endettement de 35 que bon voilà, tout le monde a entendu et qui est un peu une règle de base, en fait, ça reste une relation commerciale, tout est négociable et comme tu l'as dit, au-delà des objectifs de la banque, il y a l'interlocuteur aussi qui joue. Yes. Et que c'est pas et ça, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est pas parce que tu as déjà eu un non à un moment que tu auras un non sur un autre projet dans la même banque, 6 mois plus tard, quoi. Ah ouais, C'est clairement, ouais, carrément. yes. Donc OK. Donc il y a pas trop de règles, donc il faut pas avoir peur aussi de se prendre des portes. Et puis de toute façon, ça démarre déjà dès les visites, hein. On n'achète jamais le premier bien qu'on visite, on n'achète peut-être pas le premier bien qu'on négocie, donc tout est semé un petit peu d'embûches dans le parcours d'investisseur, mais rien n'est impossible.
Il y a des gens qui arrivent à avoir pas mal d'appartements, mais moi sur le papier, j'aurais jamais pu normalement en théorie emprunter ce que j'ai emprunté, mais il y a toujours des moyens, de «moyenner» entre guillemets et il y a pas de règle. Moi je sais qu'il y a des à une époque ça m'avait choqué quand j'étais chasseur. Toutes les banques disaient: «Oui, c'est impossible de prêter, plus de 20 ans sur du pro, notamment de la SCI». Et moi j'avais un couple de donc c'est pas moi qui les faisais financer à l'époque parce que j'étais pas courtier, mais j'étais chasseur. En SCI, ils avaient levé plus de 300 000 €, je trouve que c'était 350 000. Un taux qui était ridicule pour l'époque, 0 € d'apport, 25 ans SCI. Mmh. Mais tous les professionnels te disent que c'est impossible et en fait, bah, tu as Ouais. une agence qui l'a Ah, sorti donc ouais, non, c'est ça. Et puis même les gens qui sont dedans, faut aussi voir. Enfin, si tu prends du côté des agents IMO, un agent IMO, il va avoir quoi? 10 biens à vendre, 15 biens à vendre, tu vois? 20 biens, j'en sais rien. Donc toi, si tu es investisseur, tu peux regarder 500 annonces. Donc en fait, si tu vas visiter et tout, après tu auras peut-être une meilleure, tu sauras plus que lui sur, ce qui est possible. Combien de fois on a déjà entendu des agents: «Non, mais des biens qui se payent tout seuls, ça existe pas, ça ah existe mais non, mais plus». c'est C'est donc voilà. Et puis je pense que c'est pareil dans la recherche de financement. Tu toujours des choses, hors du commun entre guillemets qu'on peut avoir quoi. Tu vois? Kevin que j'ai eu, il a acheté 5 biens, il a commencé il y a 3 ans ou 4 ans et avec moins de 5 d'apport. Sur 5 biens, mmh. sur plus de 500 000 €, voilà. Combien de fois on a y compris, frais de notaire. Combien de fois on a entendu: «Ouais, non mais les banques elles font plus le» enfin c'est pas du 110 mais c'est du 105 quand tu mets que 5 d'apport, tu vois? Donc voilà, faut essayer, c'est comme ça. C'est comme, vos conjoints dans la vie en général, on se marie pas avec la première femme qu'on croise. Donc voilà, on n'achète pas les premiers biens, parfois on se prend des portes, on s'en est pris plein, j'en ai parlé aujourd'hui, nous avec Michel au début on a pris 10 refus pour, 45 000 €. Donc voilà et après on a emprunté des millions d'euros après ça, voilà, c'était voilà, c'est comme ça. Bah, moi Bah pour écoute, l'anecdote, quand j'ai vas-y, signé vas-y. mon 1er projet, moi le banquier m'avait dit: «Bah, on se revoit dans 5 ans, pour le deuxième. Et en fait j'ai acheté, 6 mois après mon à l'époque donc en fait Mmh. faut pas s'attacher à ça et effectivement on est comme tu le dis, on n'est pas dans la norme. Et je m'en suis aussi rendu compte dans le courtage où je me disais: «Bon, c'est lié au financement, les gens, ils vont avoir plus d'appétence et tout», mais en fait, pas du tout. Faut penser qu'on est, enfin 0,01 même si on a l'impression que ça pullule sur internet, en fait, ça reste pas du tout la norme, là-dessus. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait rigoler, c'est que j'en parlais avec un collègue, il y a pas très longtemps et qui lui était pas du tout dans tout ce qui était, business digital et cetera. On en parlait un petit peu en off, mais il disait: «Ah mais ces mecs-là», je lui montrais Christopher Van Gien, «mais ce gars-là, ah bon, il gagne de l'argent et tout machin». Mais en fait, on est dans un microscope, parce que des fois Ah, on oublie un petit ouais, peu c'est que ça. on est dans une vraie niche, quoi. Ah ouais, c'est ça. Et à Enfin l'inverse, Van Gien ou parfois, d'autres, hein, mais tu vas dans des événements IMO et tu te dis: «Ah ouais, j'en suis que là», tu vois? Enfin, moi, mmh, ça m'est déjà arrivé, tu vois, tu es là, après moi, c'est pas mon activité principale, donc mais bon, je trouve que je suis déjà bien assez endetté et tout ça. Mais tu des gars, ils ont fait, il y en a peu, mais tu vas à des événements, tu vois des gens qui ont acheté, 50 biens en 3 ans. Tu trouves, hein, enfin, et mmh. et tu te dis, donc parfois tu reviens de là et puis faut aussi savoir remettre l'église l'église au milieu du village. Non, non, c'est bon, tu sais, tu te dis: «Ouais, à 10 biens, tu es déjà dans les 1 je crois de propriétaires ou même moins que 1 des Français, ils ont 10 biens, quoi. Donc faut C'est aussi voir ça. ça. Mais c'est sûr que si tu vas à un événement IMO, un peu niché ou quoi, bah, tu peux avoir des gens qui ont des trucs de malades, quoi. Donc ouais. Et dans la même veine, j'ai fait un séminaire il y a 10 jours sur la location courte durée, et c'était bon, plutôt à destination des conciergeries que des investisseurs. Et bah, les conciergeries qui avaient 60-70 biens et cetera et le channel manager nous disait: «Mais aux États-Unis, en France, il y a déjà des conciergeries qui ont des centaines de biens, mais aux États-Unis, il y a des structures, elles ont plus de 1 000 biens en gestion». Et ouais, tu as des Ouais, trucs, tu es là: «OK, ouais, bon, avec, ouais, 7 ou 10 biens, mais ouais, oui, cacahuètes». ouais. Non, non, mais c'est intéressant de regarder dans les 2 sens, hein, Mmh. tu sais, c'est comme les gens, on dit dans la vie les 3 tiers là, faut être avec, tu connais je pense, enfin, un tiers de gens comme toi, donc c'est ta femme, tes amis et tout, un tiers, au-dessus de toi en tout cas dans les objectifs que tu veux, c'est un peu tes mentors et puis un tiers en dessous à qui tu prêches la bonne parole.
Endettez-vous, endettez-vous. Venez chez François, endettez-vous. Mais ce qui est marrant aussi quand on parle à des gens qui sont pas, on change un peu de sujet, mais qui sont pas dedans. Des fois, quand je dis que j'ai X biens, en plus, qui veut rien dire parce que ça dépend de ta renta, et cetera. Mais Et souvent on puis me du dit: «Ah mais montant du t'en vis bien. pas?» Et du montant du bien, ouais. Ouais, On dit: «Ah mais ouais. t'en vis pas?» Et quand tu sais que c'est déjà galère d'être de sortir 200 balles par mois, des fois tu dis: «Mais» Ouais. Oui, mais c'est après assez beaucoup de marrant, gens, ouais. ils pensent pas que les biens que tu possèdes, ils sont à crédit. Enfin, je sais pas. En tout cas, j'ai l'impression que Ouais, et moi je sais pas trop, ouais. moi, tu vois, j'ai une bonne amie, elle est prof de français. Elle était avec moi, j'ai fait un bac scientifique. Elle a OK, eu un truc genre 18 et quelques de moyenne au bac scientifique. costaud, costaud. Et un jour, elle me dit: «Mais attends, en fait, t'achètes un appart et tu le loues et en gros, ça te coûte rien. Donc en fait, tu gagnes zéro.» Et alors j'ai essayé de lui expliquer, que voilà, que ça se remboursait, qu'il y avait des plus-values et tout. Mais elle disait: «Mais en fait, je comprends pas, à la fin du mois, t'as bon, elle est devenue prof de français après, hein, donc les chiffres, ça fait loin. Mais elle disait: «Tu zéro.» Alors, et franchement, j'ai passé un bon quart d'heure à essayer de lui expliquer, j'ai l'impression qu'elle a L'amortissement, quoi. elle a pas bien compris, quoi. Donc ouais. Bah, écoute, c'est comme ça. OK. Bah, trop intéressant en tout cas, donc si on veut te contacter, répète, ton Insta, puis je le mettrai, bien sûr en description. Ouais, c'est François comme le prénom, tiré du bas courtier. Alors, vous devrez le trouver, OK. Puis c'est je sur la mettrai ton cellule. mail aussi. Tu as un mail, je suppose, Ouais, pro? carrément. Je mettrai Carrément, ton ouais. mail, en description. Ça Canon. marche? Bah, écoute François, ça m'a fait trop plaisir de c'est un peu malheureux parce que souvent, en fait, pour passer 1 heure avec, des gens avec qui on s'entend bien, il faut refaire un podcast. Donc ça m'a fait ça m'a fait plaisir d'avoir de tes nouvelles et puis, bah, on se revoit bientôt. Ça Carrément, marche? bah, dans 3 ans, du coup, 3 ans et demi. Ah, ça roule avec 30 bien. C'est Allez, ça. à bientôt. Bye bye. Ciao. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous rappelle, pensez à noter le podcast. C'est gratuit, hein, c'est gratuit et le podcast est gratuit grâce à vos notes. Apple Podcast, Spotify, si vous êtes sur YouTube, vous pouvez mettre un pouce en l'air ou vous pouvez commenter endettement. Et si vous voulez contacter François, vous avez ces liens dans la description. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous, de vos proches, de vos gros billets et bah, très probablement, on se retrouve la semaine prochaine. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, pensez à aller écouter mon épisode de la semaine dernière, c'est nous contre eux. C'est un épisode masterclass. Je vous ai fait 3 épisodes de suite, franchement, il devrait être écrit dans les livres à l'école. Tellement le système anti-salariat, ils ont activé les 3 leviers de l'argent et nous contre eux, Escape de Matrix. Ça a été 3 épisodes où vraiment j'ai délivré de la valeur en barre. Donc si vous êtes passé à côté, vous savez ce qu'il vous reste à faire, foncez, écoutez, ben, du coup, nous contre eux, Escape de Matrix ou le système anti-salariat. À très bientôt, bonne journée, bye bye.